toutes. Bienvenue à cette web conférence. En fait, dans le cadre de la semaine de la coopération, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, le CQCM, organise plusieurs web conférences grand public et aussi des micro-conférences dans les cégeps et les universités pour parler de la coopération, mais surtout des avantages du modèle d'affaires coopératif. Aujourd'hui, nous avons une web conférence qui s'adresse davantage comme enjeu à la relève, la reprise collective d'entreprise et aussi les médias. C'est un sujet de l'heure, comme vous le savez. Quand on parle des médias de proximité, il y a eu une commission parlementaire au mois de septembre dernier, qu'on parle encore d'ailleurs, et aussi avec l'annonce des difficultés financières du groupe Média. Donc, on parle beaucoup des défis, des enjeux et de l'avenir des médias, je dirais, davantage de proximité. Autant les médias écrits que peut-être on aborde aussi les défis des médias à parler. Donc, ce matin, pour ce faire, dans notre webconférence, nous avons 3 personnes, je dirais 3 experts, 3 personnes qui ont accumulé beaucoup d'expérience dans les médias de proximité, quelqu'un qui représente les médias parlés et 2 personnes qui représentent des médias écrits, que je vous présente sans plus tarder. Mais juste avant, vous rappelez que nous avons une coopérative de travailleurs, nous avons une coopérative de producteurs et nous avons une coopérative de solidarité. Il y a plusieurs modèles, donc vous allez avoir l'occasion de nous parler des 3 modèles de coopératives que vous avez. Monsieur Laporte, oui, qui est directeur général de la station de radio coopérative de Granby, qui est une coopérative de travailleurs, comme je le mentionnais. Vous avez vécu des choses particulières. C'est une coopérative qui a déjà beaucoup d'années d'existence. Vous allez nous en parler un peu plus tard dans l'historique que j'avais demandé de nous faire. Et il y a eu un moment, je dirais, un moment clé dans l'existence de votre coopérative qui est la crise du verglas. Vous étiez le média vraiment qui relayait l'information au grand public. Dieu sait qu'il en avait besoin. On aura l'occasion d'en reparler. Monsieur Maltais, la loi blanche, vous êtes dans le comté de notre ministre responsable des coops. Bien sûr, ce n'est pas sa seule responsabilité. Une coopérative qui a aussi beaucoup d'années d'existence, c'est une coopérative de producteurs, c'est particulier. Et je sais que vous avez un modèle d'affaires aussi particulier, vous allez avoir l'occasion de nous en parler. Donc, bienvenue, merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Bonjour. Et Mme Fontaine, la directrice générale de l'Hebdo de Lévis, qui est une coopérative de solidarité cette fois-ci. Vous avez beaucoup de membership. Vous avez aussi beaucoup d'années d'existence et je sais pour vous avoir rencontré à quelques reprises, vous étant un citoyen de Lévis, que vous croyez beaucoup à votre hebdo et les gens apprécient également notre coopérative de solidarité, je sais le rappeler, qui est notre hebdo de Lévis. Donc, sans plus tarder, je vais vous demander à chacune, brièvement, de nous parler un petit peu d'historique et peut-être l'historique de votre coopérative et à quel moment c'est arrivé le choix d'être une coopérative et le choix du modèle coopératif que vous avez retenu. Monsieur Laporte? Oui. L'histoire de la coopérative de la radio de Granby débute en 1996, alors que la station Chef 1450, qui était à Granby depuis près d'une 50aine d'années, était fermée par le propriétaire de l'époque, TransCanada, qui gérait des quotidiens dans quelques villes du Québec. Et la justification était que le marché publicitaire n'était pas suffisant pour faire vivre une radio du côté de Granby, une radio en mode AM à l'époque. Alors, une quinzaine d'employés perdent leur emploi, et parmi ces 15 personnes-là, il y en a 6 qui se sont regroupés, inspirés, guidés à l'époque par la CSN, par MCE Conseil, et qui se sont mis en tête l'idée folle de démarrer une coopérative de travailleurs. Ils se sont regroupés, mise de fonds, plan d'affaires, demande devant le CRTC et obtention ultimement d'un permis de diffusion qui a permis à la radio M105 d'exister à compter du 15 août 1997. Ils ont choisi le mode coopératif, les anciens à l'époque, nos fondateurs, pour quelques raisons, dont un accès un peu plus démocratique aux décisions de l'entreprise, participation à la vie de l'entreprise et aussi un peu en réaction. Hein. Vous savez, quand on se fait congédier par une grande compagnie, c'est certain que dans l'incarnation suivante,
il est possible qu'on se débrouille pour avoir plus de pouvoir et de mainmise sur l'avenir de notre organisation. Aussi, la question financière, forcément, chaque membre a mis des sous, a mis des dollars à cette époque-là. C'était une des façons également d'amasser les premiers fonds qui ont servi le capital de démarrage à cette époque-là. Ouais. Ah, c'est très... Vous avez parlé de 15 personnes au départ, 6 qui se sont unis pour s'engager dans la coop. Vous avez combien d'employés aujourd'hui? Vous êtes combien d'employés? Nous sommes 17 personnes 17 actuellement. personnes. Donc, la station a cru au cours des années. Okay. Et un point tournant, vous le disiez tantôt en ouverture, la station s'est fait connaître lors de la crise du verglas, forcément, parce que nous étions le seul média local à continuer à émettre, littéralement jour et nuit, avec les députés en studio, les chefs de police, chefs de pompiers, pour répondre aux questions des gens qui étaient vraiment en période de crise. Donc, on va dire en bon québécois, ça a mis la station un peu sur la map à ce moment-là. Et depuis ce temps-là, les gens sont attachés, je comprends. La station fonctionne bien, a de bonnes parts de marché, a de bons revenus. Parce que vous n'êtes pas les seuls, il y a de la compétition aussi dans votre région. Nous sommes ce qu'on appelle une station où tout rentre. Alors, les stations de Montréal, les stations de Sherbrooke, alors tout ce qui est disponible rentre du côté de Granby. Alors, on a intérêt à offrir un produit qui correspond aux attentes des auditeurs. Merci, M. Laporte. Je me tourne vers Mme Fontaine. Mme Fontaine, vous pouvez nous parler un petit peu de votre hebdo, tout près de 20 ans d'existence. Oui, alors nos coopératives de solidarité fondées en octobre 2001, en même temps que la fusion des 10 municipalités qui forment aujourd'hui la ville de Lévis. Exactement au même moment. Et en fait, nous, on est nés... Il n'y avait pas de lien, c'est un concours de circonstances. C'est un concours de circonstances. Okay. Il n'y avait vraiment aucun... C'était pas prémédité. Mais en fait, nous, on est nés un peu de la volonté du milieu. Moi, ce sont des gens du milieu qui m'ont approché, des entrepreneurs, des gens qui travaillaient pour différentes organisations qui m'ont approché à l'époque pour qu'on démarre un journal hebdomadaire qui allait sortir en milieu de semaine, parce qu'à l'époque, tous les journaux hebdomadaires étaient publiés le week-end. Et ils voulaient surtout aussi un hebdo qui allait avoir un contenu rédactionnel plus important, un journal plus collé à son milieu, parce qu'à l'époque, les journaux, ça devenait un peu comme des circulaires. OK. J'oserais pas dire qu'il y a certaines personnes qui appelaient ça des centres de profit, les journaux à l'époque, ceux qui en éditaient. Alors, les gens déploraient ce manque d'informations-là et d'implication de leur hebdo dans leur milieu. Et à force de me relancer, parce que partir un journal, c'est pas évident, ça coûte cher. Les factures d'impression, en plus, nous, on a l'handicap que la ville est grande. C'est quand même 70 000 copies, c'est des factures d'impression assez importantes à payer à chaque semaine. C'était quand même un gros défi. Alors, pour m'assurer que j'ai quand même monté mon plan d'affaires et tout ça, j'ai préparé ça en tenant compte des réflexions que les gens m'avaient transmises. Et là, je suis allée revoir les gens qui ne cessaient de me relancer. Je leur ai dit, bon, écoutez, j'ai réfléchi à ça, j'ai monté un plan d'affaires. Je leur ai présenté, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous va? Est-ce que ça vous tente de vous impliquer? Parce que moi, si je démarre ça, je veux le démarrer en formule coopérative de solidarité. Je veux que les gens du milieu s'engagent et s'impliquent avec nous. Okay. C'était la condition pour laquelle j'acceptais de relever le défi. Pour vous, c'était un principe, il fallait que les gens s'engagent? Oui, absolument. Et quand vous parlez des gens, pouvez-vous nous décrire un peu de qui vous parlez quand vous parlez des gens dans cette grande ville? Là? Parce que je comprends que c'est arrivé au même moment. Des dirigeants d'entreprise, des dirigeants d'institutions qui me relançaient là, constamment. Là, puis je comprends que dès le départ, les gens se sont engagés. Dès le départ, les gens sont engagés. Et je voulais aussi que mes employés, la formule coopérative de solidarité permettait aussi aux employés de s'impliquer. Puis ça, je trouvais ça important. Parce que je me disais, c'est tout un défi à relever. Si je le relève, parce que quand même, là, solliciter un employé, là, tu lui demandes, est-ce que tu viens travailler avec moi? Oui. Ça va te coûter 2000 $. C'était pas évident. Alors, mais ça a fait en sorte que les employés qui se sont impliqués, c'est des gens qui y croyaient.
OK. Donc, vous, il y a la population, il y a les annonceurs, il y a les employés. Votre coopérative, c'est quand on parle des gens, c'est beaucoup de monde. Exactement. Qui, j'imagine, a grandi. Vous aurez l'occasion de nous en parler au fil des années. 18 ans d'existence. 18 ans d'existence. 18 ans d'existence. Monsieur Laporte, 22 ans d'existence, là. Monsieur Maltais, encore plus, je pense, 30 quelques années d'existence. Parlez-nous de votre coopérative de producteurs. Bientôt, oui, effectivement, bientôt 30 ans. Le journal a été fondé en 1990. Juste pour situer, Mme Fontaine parlait tantôt de besoins exprimés par les gens du milieu. Dans le temps, autant à Lévis que Montmagny, il y avait des hebdomadaires, Le Peuple, pour ne pas les nommer, qui appartenaient à Québécois. Et c'est un peu, dans le fond, c'est un peu l'insatisfaction des gens du milieu, des gens d'affaires, en regard à ces propriétaires-là qui ont dit, peut-être à un moment donné des coûts élevés de publicité, à un moment donné, dans une petite ville, c'est pas normal que ça coûte cher comme ça, de l'information, moins d'informations. Il y a donc une prise en main, à un moment donné, par le milieu qui a fait que des gens d'affaires, souvent c'est des anciens de multinationales qui sont sollicités pour partir ces journaux-là. Ça fait qu'une communauté de gens d'affaires s'est mise en main, on dit écoutez, on va former une coop de gens d'affaires pour être capable de prendre en main notre destinée. À partir de ce moment-là, on va avoir des prix qui vont être intéressants, on va être capable de contrôler ce qui se passe dans nos marchés, puis on va parler des gens d'ici et des réalisations des entreprises. C'est un peu ce qui a fait que les gens se sont mobilisés pour créer leur coopérative. Peut-être une question double. Oui. Combien de gens d'affaires au départ se sont engagés pour partir l'entreprise? Puis ma sous-question, c'est pourquoi que ces gens-là n'ont pas décidé de se placer en modèle plus traditionnel privé avec un capital action, chacun a des actions dans leur hebdo, mais plutôt un modèle coopératif, surtout une coopérative de producteurs. Je vous préciserai que je suis en poste depuis seulement 2 ans. Okay. Avec le nombre de coopérants du début, je n'ai pas en mémoire. OK. Ça, quelque part, malheureusement, c'est une information que je ne peux pas. C'est pas grave. Je sais qu'aujourd'hui, on parle de près de 200. Là. Aujourd'hui, oui. Maintenant, oui. Et votre deuxième volet de la question? En fait, le deuxième volet, c'est pourquoi que, à votre connaissance, là, pourquoi que les gens ont décidé d'un modèle coopératif spécifique vu qu'ils se sont mis ensemble plutôt qu'un modèle d'entreprise privée traditionnelle Inc. Tout à l'heure, on a entendu M. Laporte qui disait c'est important que l'ensemble des gens s'engagent puis qu'il y ait un partage de contrôle de cette entreprise-là, leur destinée, pour ne pas vivre ce qu'ils ont vécu une première fois. Au moins, il y aurait je me permets de le répéter comme ça, le reprendre de cette façon-là, le contrôle un peu de cette destinée. Je ne sais pas, à votre connaissance. Je répondrai 2 choses. Un, l'engagement. Okay. 2, la vulnérabilité. Okay. C'est qu'il faut, en se situant au début des années 90, les groupes de presse, les journaux, c'était une belle industrie. Il y avait des bénéfices qui étaient faciles à faire. À un moment donné, si un entrepreneur privé aurait pu se partir au journal, aurait peut-être été vulnérable à une transaction. Okay. À partir de ce moment-là, en embarquant dans le modèle coopératif, les gens s'engageaient à garder chez eux leur journal. Donc, on était beaucoup moins vulnérable au niveau d'une acquisition par une éventuelle multinationale. Ça, c'est important, ce que vous dites. Souvent, c'est méconnu. Effectivement, je me permets une petite parenthèse en disant que le modèle coopératif au Québec, c'est inaliénable dans le sens que l'entreprise, elle ne peut pas être demain matin achetée par quelqu'un d'autre. Ça appartient à ses membres. Elle peut être dissoute, bien sûr, mais c'est les membres qui décident en assemblée générale. Mais demain matin, on ne peut pas avoir reprendre une expression populaire, avoir un takeover dessus, là, c'est pas, notre loi est faite que ça protège l'entreprise coopérative dans éventuellement une prise de contrôle hostile, pour reprendre mon terme en français. Plus large que ça. Fait que, parler des avantages ou peut-être des défis aussi. Et je sais que la ville de Lévis tient à l'hebdo coopératif. C'est un véhicule important pour eux en termes d'information. Vous en parlez un peu? Bien, nous, en fait, on voulait répondre à différentes... J'ai dit Mme Lafontaine, Mme Fontaine. Excusez-moi. À la base, moi, je vais vous répéter ce qu'Éric a dit. Okay. C'est sûr que quand on fonde une coopérative, il faut être conscient que c'est pas parce que c'est une coopérative que c'est... Oui, ça peut être géré de façon un peu différente, mais il en demeure pas moins qu'on a les mêmes obligations à rencontrer que n'importe quelle entreprise privée.
Et nous, dès le départ, on avait mis ça clair avec les gens avec qui s'associaient au projet que on souhaitait une gestion participative, mais c'était important pour nous. Bon, chaque catégorie de membres a ses représentants au sein du conseil d'administration. Et quand on vient s'asseoir au conseil d'administration, on n'est plus journaliste, on devient gestionnaire. Alors, toutes les décisions doivent se prendre à la fois. C'est sûr que le bien-être de nos employés est très important, mais il faut aussi que ça rentre dans le cadre puis qu'on fasse en sorte là, que l'entreprise soit rentable et que tout fonctionne bien. Un avantage, c'est qu'en étant près de la prise de décision, c'est excessivement facile de faire tourner, d'orienter le bateau si à quelque part il y a une tendance qui se dessine. On est capable d'agir rapidement parce qu'à quelque part, on n'a pas de différents niveaux hiérarchiques. On est toujours au cœur de ce qui se passe. Au début c'était un défi, les premiers CA, de faire en sorte que chacun soit conscient qu'il n'est pas là pour prêcher pour sa paroisse. On ne dit pas qu'on ne veut pas les entendre. Chaque représentant a des choses à dire et tout. Sauf qu'il faut qu'il soit conscient que les décisions qui sont prises en conseil d'administration doivent tenir compte de la bonne santé, de la bonne gestion de l'entreprise, si on veut. Quand vous parlez des parties prenantes ou des différentes catégories de participants ou de membres, vous parlez des travailleurs, vous parlez des organismes communautaires. Les organismes communautaires. Les trois représentants d'entreprise aussi. Juste nous donner la constitution de votre membership. C'est une coop de solidarité. Oui. Vous avez combien de membres puis dans les différentes catégories? On a actuellement une centaine de membres organismes communautaires. Okay. J'ai mes 18 employés qui sont membres, évidemment. Et le restant, c'est des entreprises. On en a, je pense, 350. Combien? 350. 350 entreprises qui sont également membres. Qui sont membres de la coop. Je vais me permettre Allez-y, M. Laporte. Je voudrais ajouter aussi que dans le fait d'opérer en coopérative aussi, on n'a pas parlé de l'intention de l'organisation. Et chez nous, notre intention, notre raison de travailler au quotidien est de fournir de l'emploi en communication à nos membres. Nous sommes une coop de travailleurs, de travail, et puis c'est l'intention première. L'autre intention, naturellement, est de générer suffisamment de profitabilité ou d'excédent pour la pérennité de l'organisation. Alors, l'intention est importante parce qu'une grande compagnie capitaliste a l'intention de générer le plus possible de profitabilité pour ses actionnaires. À Toronto, Vancouver, peu importe. Ces investisseurs, si on peut dire. Alors que nous, chez nous, ou ailleurs en coopérative, dans certains cas, l'intention est de donner de l'emploi aux gens qui travaillent chez nous et de poursuivre la pérennité de l'entreprise en étant rentable. Alors, on n'est pas tenu au même paradigme de fonctionnement. Okay. Et aussi... Revenons sur l'intention. Je vous entends, Mme Fontaine, sur l'intention parce que je trouve ça intéressant de la rendre visible. Dans le fond, l'intention de votre entreprise, de votre coopérative de travailleurs, c'est en premier de soutenir nos membres travailleurs, qui aient de l'emploi, qui s'épanouissent dans leur métier, si je peux m'exprimer, c'est ça que j'ai compris, puis assurer une rentabilité qui fait en sorte que l'entreprise peut être pérenne dans le temps pour réinvestir ou dans la formation, l'éducation, les installations, c'est ça, je comprends. Peut-être, Mme Fontaine, l'intention, dans le fond, vous en avez parlé un petit peu au début, de votre hebdo de Lévis, ce que vous cherchez, c'est... Ben, c'était un peu la même chose, mais en plus, on voulait produire un journal de proximité qui allait s'impliquer dans son milieu et qui allait répondre aux besoins aussi de sa communauté. Okay. Parce que, bon, je vais vous donner l'exemple, parmi les missions qu'on s'était données, c'était de venir en aide aux organismes communautaires de notre milieu. C'est sûr qu'il faut y aller en fonction de nos moyens, mais quand même, on s'est doté d'outils qui allaient nous permettre de le faire pour donner plus de visibilité à nos organismes, les permettre de se faire connaître auprès des citoyens, parce qu'ils jouent quand même un rôle important dans notre milieu, les aider dans leur activité de financement. C'était une des missions. Faire aussi connaître les belles réalisations des gens d'ici. On a des gens extraordinaires dans le milieu qui réalisent des choses extraordinaires et on souhaitait le partager au-delà de l'information aussi. Évidemment, là, créer des emplois, avoir un médium là, pour l'information, pour le grand public, puis soutenir des entreprises d'économie sociale, je vais l'appeler comme ça, aux communautaires, comme vous l'avez dit, les mettre en valeur, puis les faire connaître de ce qu'ils réalisent dans cette grande région
ici de Lévis. C'est ça, je Exactement. comprends. Monsieur Maltais, à revenir sur l'intention, j'aime beaucoup le terme intention. Vous avez commencé à en parler au tout début quand vous avez parlé de l'historique. Dans le fond, les gens d'affaires, je vais m'exprimer ainsi, souhaitaient quelque chose. Juste y revenir sur l'intention. L'intention, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, quand les décisions se prennent ailleurs, on ne contrôle plus nos produits. Et à partir du moment où les décisions se prennent localement, on est capable de contrôler nos produits. Il faut juste situer, c'est que quand on se repositionne au début des années 2000, il y avait des grands groupes de presse, il y avait Québécois, il y avait Transcontinental, le Power Corporation, il y avait des grosses organisations. Et le contrôle, ils contrôlaient la majorité des médias du Québec. Même que ça en est venu à un moment donné où on a doublé les hebdos à la grandeur du Québec parce qu'il y a eu une guerre entre Québécois et Transcontinental qui faisait que chacun pouvait occuper ses parts de marché. Dans ces guerres-là, au niveau des médias, à un moment donné, ce qui se passe, c'est que l'objectif étant, pour ces groupes de presse, de donner du rendement aux actionnaires. À partir de ce moment-là, on essaie de maintenir une rentabilité, donc de diminuer les frais, donc de diminuer les pages, donc de diminuer les coûts. Mais à un moment donné, les régions ou les milieux se perdent en information. Comment on est capable de redonner de l'information? Comment on est capable de redonner les enjeux, à un moment donné, qu'on parle des écoles qui ferment dans des petits villages, qu'on parle de des services de santé, qu'on parle d'un taux de suicide anormalement élevé dans nos MRC? On ne retrouvera aucunement ces informations-là nulle part. Et si le milieu, à un moment donné, a des représentations à faire auprès de différentes autorités gouvernementales, ben, on passe par quels médias? À un moment donné, c'est qu'au-delà de l'intention, il y a la mission. C'est qu'on est là pour faire rayonner le marché, mais on est, à quelque part, c'est un engagement au niveau de l'information qu'on prend pour être capable de faire progresser, d'améliorer les conditions de vie dans nos communautés. Non, c'est ce qu'on appelle souvent, c'est pour ça qu'on parle souvent de médias de proximité, des médias qui sont près de leur public respectif, là, une région donnée ou un territoire donné qui peut être local ou régional ou plus large selon le territoire. Je comprends bien. Je vais revenir sur un élément parce qu'on parle beaucoup d'indépendance journalistique. Comment vous réussissez, surtout dans le modèle coopératif, peut-être c'est plus facile, peut-être moins facile que d'autres formes d'organisation de gouvernance, comme un Inc., par exemple. Comment assurer une certaine indépendance journalistique par rapport à nos membres, tantôt nos lecteurs, tantôt nos annonceurs, tantôt les gens notre public qui nous écoute. Je sais pas, comment vous voyez l'indépendance? Est-ce que le modèle peut être facilitant pour cette indépendance journalistique? Je veux m'exprimer ici. Ou la place... Je ne crois pas que le modèle... Moi, je pense que c'est plus une question de... C'est un choix d'entreprise. Nous, on est un média indépendant et on a fait le choix que l'indépendance journalistique, pour moi, c'est primordial. Et je ne laisserai jamais qui que ce soit contrôler l'information qu'on va publier dans le journal. Mes journalistes, on a toujours travaillé comme ça et pour moi, c'est super important. L'indépendance de mes journalistes, ils font leur travail, ils le font bien. On n'est pas un journal qui fait du sensationnalisme, mais les dossiers importants, il faut en parler. Et ce qui est encore plus important pour moi, c'est que tous les gens qui sont concernés par un débat de société qu'on pourrait lancer dans le journal aient l'occasion de s'exprimer. Allez-y, M. Maltais. Est-ce que des groupes nationaux ont des tendances, plus des orientations fédérales, des orientations nationales? Est-ce que Pierre Péladeau est identifié? Est-ce que le groupe Power Corporation est identifié? Pourquoi on pose la question de la liberté de presse dans des journaux de région, alors que dans le fond, cette liberté-là, elle équivaut pour tout le monde? À un moment donné, le questionnement, on le pose à quel niveau? Moi, mes journalistes, je n'ai jamais dit à un journaliste de quelle façon écrire son texte, de quelle façon rapporter l'information. À un moment donné, c'est que la liberté de presse, c'est les journalistes qui exercent cette liberté-là. Et aller parler à n'importe qui, dans n'importe quel quotidien ou dans n'importe quelle entreprise de presse, dans n'importe quel média électronique, ils vont dire qu'ils ont cette liberté-là, cette liberté d'action. Pourquoi on questionne nos journaux parce qu'ils sont coopératifs? Il n'y a pas d'ingérence qui se fait de la part de nos conseils d'administration. Encore hier, nous, on était en réunion sur des sujets donnés et la position de la conseil d'administration, c'est on est là pour informer les gens de notre région, informons les gens de notre région avec ce qu'il y a. J'imagine si vous avez
je dirais un membership élargi comme vous, ou un autre modèle comme pour la radio de Granby, ça doit être facilitant parce que les gens doivent prendre position pour dire assurons-nous d'avoir un équilibre entre l'information objective qu'on désire, l'indépendance journalistique, l'analyse, la recherche, et aussi les gens qui annoncent, qui sont membres ou non membres. Je vais juste vous entendre là-dessus, puis je vais revenir avec vous parce qu'on est dans le média parlé, un petit peu différent. Moi, je dirais que quelque part, je ne sens pas au quotidien aucune ingérence de qui que ce soit. Autant dans n'importe quelle entreprise de presse, il peut avoir un homme d'affaires important dans un milieu qui n'a pas aimé telle nouvelle et qui va canceller son budget publicitaire parce qu'à un moment donné, il veut réagir à une situation donnée. Et ça peut se vivre dans n'importe quel endroit, mais quelque part, on n'est aucunement affecté. Et moi, je n'ai jamais eu vent depuis que je fais de l'information, de cette ingérence-là. En tout cas, j'ose avancer quelque chose. Est-ce que le fait qu'on a plusieurs membres, on n'a pas un annonceur qui prend toute la place dans un journal, on a plusieurs membres qui annoncent, on a plusieurs membres qui s'intéressent, qu'on met en valeur. Ça fait que j'imagine que ça doit être aidant aussi pour assurer une certaine, je dirais, une certaine protection de l'indépendance journalistique. En tout cas, je le présume. Là, ce que j'ai senti. Si on fait bientôt 30 ans, ça doit être parce que le journal a acquis une certaine notoriété, une crédibilité, et les gens ont confiance en leurs médias. Monsieur Laporte? Je dirais à ce sujet-là, comme mon collègue ici, que la question de l'indépendance journalistique ne se pose pas chez nous. Les journalistes travaillent selon les règles de l'art, ils ont toute la liberté d'informer la population régionale. Je ferai un lien sur la qualité du produit ici, parce qu'on l'a évoqué à quelques reprises depuis le début de la conversation. C'est une coopérative, mais aussi on a le devoir d'être performant. On a le devoir de présenter un produit de qualité. On a le devoir d'être bien synchronisé avec les besoins et on a le devoir de bien remplir cette mission de présenter aux gens qui nous écoutent l'information locale au quotidien. C'est important aussi parce que le fait d'être une coopérative, c'est une chose, mais ensuite, si on livre un produit qui est de moins bonne qualité, on ne peut pas avoir de succès. Hein? Alors, le devoir de la qualité et du professionnalisme, que ce soit du côté de la salle des nouvelles ou du côté de la programmation au sens large du mot, c'est notre premier devoir aussi. Je vous amène sur un autre sujet. La commission parlementaire, oui, si vous permettez. On a eu une commission parlementaire qui a fait quand même passablement jaser au mois de septembre dernier sur les médias. Pas juste sur les médias de proximité, les médias de façon plus globale. Il y a eu des prises de position. On a entendu aussi plusieurs grandes organisations venir en parler au niveau de l'importance de les soutenir, de soutenir les médias écrits, parler, nos médias de proximité, les annonceurs, etc. Il y a un coût aussi à l'information. On pense que c'est... Puis certains ont même parlé de bien commun. Puis c'est un levier important pour une démocratie qui est, comme on avait parlé un peu, M. Maltais tantôt, une démocratie qui est saine, qui est importante, qu'on doit préserver. Vous entendez un peu votre réaction, vos réactions par rapport à cette commission, ce qui en est ressorti ou ce que vous avez entendu. Je suis persuadé, comme expert dans les médias, vous vous êtes intéressé à la commission, vous l'avez sûrement suivi de beaucoup. M. Laporte? Bien, on a entendu les différents groupes faire leur représentation, parfois dans la plupart des cas avec justesse. Et certains groupes ont plus de besoins que d'autres. On l'entend régulièrement dans les manchettes. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que la radio, quant à elle, est une industrie qui demeure rentable jusqu'à maintenant. On a quand même nos enjeux et nos besoins. Et puis souvent, ce qu'on se dit entre nous, à la radio indépendante, c'est que les médias comme la radio ont simplement besoin de justice publicitaire de la part de nos gouvernements. Alors, l'affirmation qu'on fait, c'est que chaque citoyen du Québec paie des taxes. Et chaque citoyen du Québec a droit à la même information et chaque citoyen du Québec a droit à la même publicité. Alors, quand le gouvernement annonce des consignes de sécurité sur la marijuana, sur les ceintures de sécurité, sur tout ce qui a rapport à la sécurité, on doit entendre ces campagnes-là ou lire ces campagnes-là, autant dans les médias de grandes villes que de petites villes, que dans les journaux. Et ça, on ne le constate pas à 100% jusqu'à maintenant. C'est le principal commentaire de la radio indépendante pour l'instant. Il y a d'autres enjeux sur lesquels on pourrait discuter, mais celui-ci est assez prenant parce qu'on le constate. Okay. Bien rappeler l'importance que jouent les médias de proximité, oui. Puis autant parler comme vous le mentionnez. Je pense qu'on retient ça. Monsieur Maltais? Je dirais que ça a permis de prendre une photo. Ça a permis de prendre une photo du moment, peut-être aussi de mettre un point sur la table pour dire assez, c'est assez.
les GAFA, les fameux géants du web, à un moment donné, qui accumulent les dollars et les dollars depuis plusieurs années sans payer de redevances ou d'impôts. À un moment donné, ce qui est anormal, c'est que les gouvernements, en premier, mettent leur argent dans ces outils-là de promotion alors qu'ils ont délaissé les médias traditionnels. À un moment donné, ce qu'il faut comprendre, c'est que ceux qui rejoignent les gens dans nos marchés, dans nos régions, c'est encore des journaux de proximité, c'est encore des radios de proximité. À un moment donné, une façon, puis on ne demande pas la charité, au contraire, mais à un moment donné, quand on investit des millions ou des milliards en publicité, il me semble que ce serait la moindre des choses que ces budgets-là soient investis dans des entreprises qui, à quelque part, génèrent ici, qui font des rapports d'impôts, ils payent des impôts, puis ils sont là. L'autre affaire, c'est que c'est un peu de l'hypocrisie, dans le fond, à certains égards. Il y a des décisions qui ont été prises à un moment donné qu'on veut aujourd'hui les sauver. Mais quand le gouvernement a adopté la fameuse loi qui a fait que les avis publics n'étaient plus dans les journaux, mais à un moment donné, ça a enlevé les revenus publicitaires à ces journaux-là. Et si on enlève les revenus publicitaires aux médias, ben, on leur enlève de l'oxygène afin de, quelque part, supporter des salles de presse qui vont être capables de bien informer les populations. Il y a plein. Un crédit d'impôt, on parle de l'aide directe par subvention. Non, je ne crois pas que c'est ça qui va sauver, parce qu'à un moment donné, les entreprises de presse ont des décisions à prendre et elles doivent les prendre. Mais quand on regarde au niveau des technologies de l'information, depuis le milieu des années 90, que le gouvernement donne des crédits d'impôt aux multinationales qui viennent s'implanter ici, qui font de la recherche et du développement au niveau de l'animation, ben, ces crédits d'impôt-là ont créé, et qui fait qu'à Montréal, à un moment donné, on est un des centres multimédia parmi les plus performants au monde. Donc, donner un crédit d'impôt qui permet de supporter, à quelque part, les médias pour qu'ils investissent dans leur rédaction. À quelque part, c'est des mesures qui permettent, à un moment donné, d'assurer une pérennité à nos industries. Puis c'est pareil pour la télévision, c'est pareil pour n'importe quel média d'information. Qu'on prenne la télévision, s'il n'y avait pas les crédits d'impôt, s'il n'y avait pas les différents programmes de financement, notre industrie ne pourrait exister, ne pourrait survivre dans des conditions actuelles. Il y a un coût à l'information. Oui. On va y revenir parce que je voudrais qu'on en parle un petit peu, mais je vais aller entendre Mme Fontaine. Mais juste avant, j'ai compris que dans le fond, nos médias de proximité, que ce soit parlé ou écrit, rejoignent une population qu'il ne faudrait pas sous-estimer, qui autrement ne sont pas nécessairement rejoints, puis eux aussi font une saine démocratie. Est-ce que j'ai cru bien entendre, même plus que ça? C'est important de ne pas échapper cette partie-là. Puis il y a des moyens pour les supporter. Nous sommes maintenant les seuls médias de masse qui rejoignons les gens. Sinon, partout, c'est des niches. C'est des publics ciblés, puis on s'adresse à telle clientèle, on s'adresse à telle clientèle. Nous sommes parmi peut-être les derniers dinosaures, les derniers médias de masse qui rejoignons l'ensemble de la population. Puis là, vous faisiez référence à ce qu'on appelle en langage commun les GAFAM, maintenant qu'on ajoute là, mais c'est ça. C'est ça. Ça fait que je comprends que vous faisiez référence aussi à ceux qui ont peut-être des publics plus nichés ou plus cibles sur lesquels ils s'attardent davantage. Madame Fontaine, par rapport à cette question de la commission parlementaire, puis une réaction, je ne sais pas si... Ben, moi, je pense que ça a permis de faire la lumière et de conscientiser les gens aux réalités qu'on vit en ce moment. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'incohérences dans ce qu'on vit. On vit une chute des revenus publicitaires qui nous fait mal, évidemment, parce que c'est notre seule source de revenus. Mais en même temps, c'est un peu les gouvernements qui nous ont amenés là. En eux autres même, coupant répartissant leur budget publicitaire de façon différente, et on a une bonne partie qui va à la GAFA maintenant. Mais en même temps, ils sont très heureux qu'on parle d'eux dans nos journaux. Les villes sont très heureuses de nous avoir à leur conférence de presse et de nous voir à chaque semaine, continuer à véhiculer. On est le média qui a réussi à rejoindre le plus de leurs citoyens. Puis, à plus belle preuve, récemment, nous, personnellement, on a fait faire un sondage. Je ne suis pas la seule, il y a d'autres médias qui sont en train de le faire. Juste, nous autres, à Lévis, on a encore 81 000 lecteurs qui nous suivent régulièrement. À Lévis, 81 000 lecteurs qui vous suivent. Quand on dit J'en suis un. Quand on dit que les gens ne lisent plus les journaux papier, désolé, là, mais je pense qu'on occupe encore une place importante. Notre contenu est exclusif. La majorité de notre contenu est exclusif. C'est sûr que, bon, des nouvelles comme le Troisième Lien, les médias plus nationaux vont les reprendre, mais pour le reste, il n'y a que nous qui en parlons.
Alors, la journée où on ne sera plus là, ils nous enlèvent les revenus publicitaires qu'ils nous donnaient avant, mais en même temps, c'est important qu'on soit là pour parler d'eux. C'est sûr que... Et tout le contenu qu'on génère pour les médias sociaux, les Facebook, les Twitter de ce monde, nos nouvelles sont toutes maintenant retransmises sur ces plateformes. Ça, c'est une chose. On n'a pas trouvé la recette miracle encore. Le gouvernement veut nous aider. Bon, là, il nous apporte une aide qui est quand même la bienvenue, là, on ne se le cachera pas. Mais en même temps, ils nous disent, bon, ben, on va vous aider à faire le virage numérique. OK. On va vous aider. De quelle façon? Donnez-moi la recette, quelqu'un. Moi, le numérique, là, il me donne une charge de travail énorme, additionnelle, mais je n'ai pas de revenus. Oui, je comprends. On est obligé dans le fond, c'est l'équipe qui absorbe ça parce que c'est du travail supplémentaire pour tout le monde. On ne peut pas engager de ressources additionnelles parce que ça ne nous génère pas les revenus et nos gens ne sont pas là. Ils sont encore dans notre papier. En fait, j'ajouterais que c'est le grand absent de la discussion sur la crise des médias. C'est la redéfinition des modèles d'affaires. Comment va-t-on continuer au journal, à la radio, à la télévision, à rejoindre notre public, nos publics cibles l'année prochaine, dans 5 ans et dans 15 ans? Et puis cette question-là n'est pas beaucoup débattue, je l'admets. Il y a un défi là, puis je comprends aussi, parce que je voudrais retenir quelque chose que M. Maltais a dit rapidement, que le travail journalistique que vous réalisez servent souvent les GAFAM de ce monde-là. Ça, les GAFAM. Vous les alimentez. Nous devons aussi maintenant alimenter des sites Internet avec les mêmes équipes de rédaction. Aujourd'hui, on est obligé, c'est une obligation d'avoir un site Internet. On doit maintenant produire du document vidéo, parce qu'à un moment donné, les nouvelles générations, à quelque part, c'est beaucoup l'image. Mais donc, ça prend de la formation. Il faut maîtriser les technologies, puis multiplier les plateformes en alimentation. À un moment donné, le travail est beaucoup plus compliqué qu'il était avant. Merci. Je vais juste m'adresser à la régie. Est-ce qu'on a encore quelques minutes pour une question ou on doit aller au grand public? Encore une dernière question. OK, on ira peut-être une question à l'interne et puis ensuite de ça au grand public. S'il y a des questions, je vois déjà à l'écran apparaître des questions. Fait que, si vous me permettez, une question encore, puis après ça, on ira au public. Dans le fond, vous avez commencé à l'aborder, puis avec votre question, c'est définir le modèle futur. Je vais parler un peu de défis, mais juste avant, je sais, puis vous en êtes des exemples, les gens se sont engagés, employés, population, des annonceurs, le grand public, ils se sont engagés. Je sais aussi que vos médias sont viables, sont rentables au sens plus de la vision que vous donnez à vos organisations, sont viables sur le plan financier, mais aussi sont viables sur le plan de la vision, du pourquoi vous existez. Mais est-ce que vous croyez que les gouvernements, puis on a commencé à l'aborder un petit peu, puis en même temps, le défi, le gouvernement devrait s'engager dans ce qu'on a appelé tout à l'heure, je l'ai abordé brièvement, ça a été abordé par d'autres personnes dans la commission parlementaire d'un bien commun, l'essentiel pour assurer une saine démocratie, d'avoir ce genre de, je me permets de dire plateforme, là, pas nécessairement informatique, mais cette approche de médias de proximité importante. Est-ce que les gouvernements devraient s'impliquer davantage? Est-ce qu'ils devraient tenir compte de cette valeur de bien commun? Tantôt, on a dit qu'ils délaissaient un petit peu leur implication dans des annonces ou des avis ou autres dans les médias de proximité qu'on parle aujourd'hui. Et puis, en quelques mots, les défis d'avenir pour vous, là. Je pense qu'on a tous compris qu'il n'y a pas de statu quo qui est possible. C'est pas nécessairement votre cas, ça n'a jamais été un statu quo. Peut-être en même temps pour nos gens qui nous entendent actuellement à la webconférence, peut-être nous livrer un peu votre message ou vos commentaires, vos préoccupations par rapport à ces deux questions. Monsieur Laporte? Je pense que notre principal défi... Je vous laisserai peut-être parler un peu à nos gens, si vous me permettez. Je pense que le défi de notre station pour l'avenir est de demeurer pertinent dans la vie des gens. Parce qu'un média, un journal, une radio, une télévision, à compter du moment où on demeure pertinent dans la vie des gens, on répond à un besoin, on est en liaison avec le quotidien des gens. Première chose. Seconde chose, demeurer un média publicitaire qui est efficace, qui fonctionne pour nos commanditaires, pour les annonceurs qui sont chez nous, et aussi suivre nos auditeurs ou nos lecteurs où est-ce qu'ils sont et où est-ce qu'ils seront dans les prochaines années. Ça, on ne procède pas encore à 100% de la clé, loin de là. Je dirais que les solutions à cet égard-là sont encore je dirais en définition. Ouais.
On parle que l'intelligence artificielle, c'est des modèles mathématiques, finalement, peuvent nous aider peut-être à mieux saisir, non? Vous avez des réserves? Allez-y, M. Laporte. Je dirais que j'ai un gros doute là-dessus. Okay. Une radio locale, un journal local, c'est un peu comme un perron d'église il y a 50 ans. C'est à la fois le miroir de la communauté et à la fois là où on se retrouve. Alors, je ne pense pas qu'une intelligence artificielle ou un méga machin puisse changer quelque chose à cette situation-là. OK. Merci. Merci du message aussi. Madame Fontaine? Ben, moi, j'irais un peu là, dans le même sens. Là. Je ne veux pas être redondante, là, mais c'est un peu ça notre défi, là, c'est de savoir demain où les gens seront. De quelle façon on va pouvoir continuer à les atteindre, parce que c'est important qu'on continue à les atteindre. Là. Mais la recette miracle, malheureusement, pour le moment, on ne la connaît pas encore. Okay. Donc, continuellement, je comprends que vous restez... On sait que pour le moment, on a encore une très grande importance, chacun dans nos milieux. Mais la clientèle de demain, la relève qui s'en vient, ou comment pourrons-nous les rejoindre? Moi, ça fait partie des défis que je me suis donné, d'essayer de trouver une façon d'aller chercher les jeunes qui sont nos lecteurs et nos clients de demain. Ouais. Beaucoup de questions, beaucoup de défis. Oui. Monsieur Maltais, vous êtes dans le comté de la ministre. Oui. Peut-être qu'elle vous écoute. Moi, j'ai des grosses inquiétudes. Je pense que ça prend une prise de conscience collective au niveau des fuites commerciales. On n'en parle pas beaucoup, mais des régions un petit peu en banlieue, des régions métropolitaines, on vit un problème majeur, soit par l'achat électronique ou par le fait que les gens vont consommer dans les plus grands centres, faisant en sorte que notre potentiel de commerçants diminue d'année en année. À quelque part, il y a un effritement du tissu commercial dans nos communautés qui commence à être inquiétant. Et à toutes les fois qu'ils ferment une entreprise, souvent, il y a juste cette entreprise-là qui donne des services dans nos communautés. Ben, c'est une perte au niveau de la qualité de vie. C'est qu'à un moment donné, les fuites commerciales sont un très, 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 très gros problème. Puis peut-être qu'à un moment donné, une façon de contrer l'achat électronique, ça va être d'être capable de mettre un système de taxation qui va faire que ce ne sera pas si avantageux d'acheter au niveau électronique sur Internet, mais qui va peut-être ramener d'une certaine façon les gens à consommer un petit peu plus dans leur milieu. D'où l'importance d'une prise de conscience collective. Je pense que c'est un message clair que je sens les gens hochent la tête également. C'est un message clair. Une question d'équité, vous n'avez parlé, M. Laporte. Je pense qu'il faut être équitable avec tout le monde. C'est sûr que s'il y en a qui ont des avantages par rapport à d'autres, ça délaisse peut-être, ça rend vulnérable d'autres entreprises comme vous trois. C'est des pertes d'emploi, c'est des pertes en revenus pour le gouvernement au niveau de l'imposition, c'est des pertes à bien des égards. Puis ça fait qu'à un moment donné, lentement mais sûrement, on a des petites communautés qui agonisent. Merci, c'était rapide pour les messages, c'était super intéressant. Je suis sûr que nos gens qui nous écoutent ont trouvé vos propos fort intéressants, fort utiles également. On a peut-être quelques questions. J'inviterai les gens. Bien, merci premièrement vous êtes branchés, si je peux me permettre le terme. Vous êtes branchés ce matin pour nous écouter nos panélistes. Et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez ouvrir vos micros, vous mettre en mode chat. Je pense que vous le voyez à l'écran où on peut ouvrir le chat et éventuellement nous poser des questions écrites si c'est nécessaire. On a quelques minutes. C'est bien ça. Je m'adresse à la régie. Bon, on a une première question que je vais lire à l'écran. On la voit tous. De Mme Martel, qui s'est identifiée, Mme Marie-Ève Martel. Les coopératives sont formées depuis plusieurs années déjà. Je travaille à mettre sur pied des coopératives pour relancer les journaux du groupe Capital Média avec mes collègues. À quoi le contexte actuel, concurrence, accès au contenu en ligne, confiance de la population envers les médias, gratuité de l'information est différente de celui du moment où vous avez mis sur pied vos coopératives? Qu'est-ce qui devrait être fait peut-être aujourd'hui différemment? Vous en avez un peu parlé au cours de l'échange, mais peut-être revenir juste sur la question spécifique. Monsieur Laporte, par rapport au contexte passé versus ce qu'on vit aujourd'hui, on sait qu'il y a des gens qui s'intéressent à peut-être transformer le modèle actuel qui existe, surtout pour les journaux du groupe Capital Média en coop de solidarité de travailleurs. Je sais que les gens sont en réflexion pour que ça fonctionne le mieux possible, puis maintenir ces médias de proximité. En fait, vous aviez un conseil, une suggestion, un commentaire?
c'est un contexte différent avec l'époque où la station a été lancée il y a 22-23 ans. Le contexte maintenant est une multiplicité de sources d'informations et de canaux de divertissement. Alors, les gens ont le choix entre des centaines et des centaines, on va dire, de canaux de divertissement. Je pense que la question de la pertinence dans la vie des citoyens d'une communauté est la question la plus importante pour la survie d'un média local. Alors, c'est ça qui devrait être la base, je pense bien, et la qualité. OK. La qualité, la oui, base. Oui. D'autres personnes veulent réagir, M. Maltais, Mme Fontaine? La grosse différence, je dirais, c'est la fragmentation des marchés. Quand on a parti nos journaux, à un moment donné, l'ère de l'Internet n'était pas aussi développée, puis les médias de masse étaient encore très populaires, puis c'était facile de rejoindre les gens. Maintenant, les groupes d'âge, on parle des X, on parle des Y, on parle des baby boomers, on parle de différentes générations. Comment être capable de rejoindre les différents publics, ça, c'est un défi qui est excessivement exigeant, d'autant plus que l'avenir d'une nouvelle organisation dépend aussi d'où vont venir ces revenus. Okay, à un moment donné, quand on parle de l'avenir des médias, les quotidiens au Québec ont vécu de très belles années à partir du moment que les gros annonceurs, l'industrie de l'automobile, l'industrie de l'alimentation, l'immobilier, le pharmaceutique ou les quincailleries, c'était le média par excellence, les quotidiens, pour être capable de véhiculer et rejoindre des clientèles sur des grands territoires. Aujourd'hui, ces gens-là sont très, très, très présents sur le numérique. Alors, c'est excessivement difficile. Le gros défi, c'est certainement de voir comment on pourrait stabiliser les revenus et contrôler les dépenses. Okay. Je pense que les quotidiens, le défi pour les quotidiens est encore plus grand que pour nous. Parce que c'est tout un défi. C'est ça. C'est vraiment, là. Nous, au moins, on a la chance de pouvoir continuer à travailler avec nos petits commerces de proximité et tout ça, qui occupent la majeure partie de toute la place là, dans les médias, alors qu'eux ont une clientèle qui est plus nationale et ces gens-là sont beaucoup plus difficiles à rejoindre. Okay. Si je comprends bien, en tout cas, vous aviez plusieurs commentaires à ce niveau-là, mais je comprends bien qu'il faut faire attention à segmenter les différentes clientèles puis de trouver le moyen électroniquement ou autrement de rejoindre chacune des clientèles puis essayer de fidéliser les annonceurs. Mais vous avez aussi parlé des gouvernements et d'autres grandes institutions qui ont besoin de rejoindre les clientèles qu'on parle de proximité. Puis vous dites, en tout cas, vous avez affirmé haut et fort que vous êtes encore une plateforme ou un média ou des médias qui sont des incontournables pour les rejoindre réellement si on veut les rejoindre. Et ça passe d'abord, excusez-moi, ça passe d'abord par un modèle d'affaires efficace qui fonctionne. OK. Moi, ça, je l'ai compris. Je pense que c'est important que nos gens qui nous écoutent le retiennent aussi. Vous en avez parlé à plusieurs reprises, M. Laporte. Il faut aussi penser business collectif, business coopérative, mais c'est de la business. Il faut que ce soit viable puis qu'on puisse réinvestir dans notre organisation en protégeant les emplois. Comment joindre le numérique avec le papier? Parce que le téléphone intelligent, maintenant, est un des outils d'information numérique par excellence. Comment on est capable de combiner, d'offrir un produit qui est capable de combiner et le numérique et le papier? Je vous retiens, mais allez-y. Juste le gros avantage, je trouve, de la formule coopérative actuellement dans la situation qu'on vit, c'est le pouvoir qu'on a de pouvoir agir rapidement. Fait, quand on a un bon modèle d'affaires, qu'on fait une saine gestion, qu'on suit de façon rigoureuse l'évolution de l'entreprise, c'est facile dans une coopérative avec une gestion participative de tout le monde de dire « Hey, là, non, on s'en va pas à la bonne place, ça fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on fait? » Puis, ça prend pas là, un an avant qu'on puisse revirer le bateau. Là. Parce que vous êtes maître localement, si je peux me permettre ainsi. J'essaie d'imaginer. On a une autre question qui s'adresse plus particulièrement à vous, Mme Fontaine. Peut-être les autres peuvent réagir aussi, mais vous, on l'a mentionné en entrée de jeu, vous êtes une coop de solidarité. Est-ce que vos membres, en fait, la question vient de Mme Vincent Roy, est-ce que vos membres, organismes communautaires, vous en avez parlé à quelques reprises, et entreprises sont des producteurs ou des membres de soutien? On a parlé du modeste, une coop de solidarité, on a des membres réguliers et des membres de soutien. Peut-être quelques mots? Nous, en fait, nos organismes communautaires et les citoyens font partie de la catégorie membres de soutien. Soutien. Oui. Et on sait que les membres de soutien ne peuvent pas être représentés plus qu'un tiers au conseil d'administration des membres. Exactement. Même s'ils sont en grand nombre, au conseil, c'est un tiers. Allez-y. Et
qui sont nos membres réguliers de la coop de... Les membres producteurs, ce sont les entreprises ou les institutions là, de la région. Parfait. Merci. C'est très, très clair. Peut-être, pour la coop de travailleurs, si on a compris, vous, c'est une coop de producteurs, je pense que c'est assez clair. Les membres de soutien, en fait, la coop de solidarité, c'est relativement nouveau. On a une autre question qui s'adresserait en fait, parce que vous avez provoqué un peu notre auditoire avec les GAPOM. Ça fait que Mme Grégoire, commentaire de Mme Grégoire, les GAPOM, et n'oubliez pas, les stations de radio ne sont pas de salles de nouvelles et qui reprennent le travail des journalistes écrits. Oui. Question, commentaire. En fait, là, c'est un commentaire. Voulez-vous réagir au commentaire? En fait, oui, je vais réagir au nom de la radio locale que je représente et non pas au nom des radios en général. Chez nous, nous avons une salle de nouvelles avec 3 journalistes qui font leur travail au quotidien, qui couvrent les mêmes événements, les mêmes conférences de presse, les mêmes points d'intérêt que les journalistes locaux de la presse hebdomadaire ou de la presse écrite. Alors, à mon avis, le problème ne se pose pas chez nous par rapport au manque de salles de nouvelles ou l'absence de salles de nouvelles. OK. Je vais prendre la défense des salles de nouvelles des radios à un moment donné. Elles couvrent des territoires extrêmement grands avec très, très, très peu de ressources. Oui, nous sommes 3. Elles ont vraiment des problèmes. À un moment donné, peut-être qu'on aura à repenser à est-ce qu'on peut établir des collaborations entre, quelque part, les journaux et les stations de radio pour être capable de dire de quelle façon on est capable. Parce que ce qui est important, c'est de sauver l'information dans nos régions. Oui. À un moment donné, c'est à ça qu'il faut réfléchir. Et peut-être qu'à un moment donné, on parle de la Commission sur l'avenir, peut-être que nous, on aura à un moment donné à revoir certaines ententes, puis parce qu'on en a besoin de nos radios aussi dans nos marchés. C'est important. Il y a des gens, il y a une clientèle qui les consulte. Et même que la radio est en progression au Québec. Oui, la radio va bien. La radio va bien. Mais monsieur, vous avez raison. Et je pense que nous aurions intérêt à travailler tous ensemble. Et quand je vois le projet de coopérative du côté des employés de Capital Média, on peut imaginer un nouveau monde, avec une nouvelle coop, de nouveaux journaux et des médias écrits qui travaillent encore de plus proche avec les radios locales, parce qu'on travaille tous à servir la même communauté, nos communautés locales. Et puis, je comprends dans un modèle où c'est là une propriété à la fois des travailleurs, des gens, des collectivités. Merci à la personne qui a osé nous envoyer ce commentaire, parce que sinon, on serait resté une patte dans les airs avec effectivement l'utilisation du travail journalistique écrit. Est-ce que, pour la régie, est-ce qu'on a d'autres questions écrites? Est-ce qu'on a des questions en ligne? Si les gens ont ouvert leur micro et cliqué sur chat, c'est bien ça. Est-ce qu'on a d'autres... Ça permettrait aussi d'ajouter à un moment donné le contenu. Des fois, il ne faut pas avoir peur de regarder le travail qu'on fait et de se demander de quelle façon on peut faire les choses différemment. Quand on compare à la télévision, exemple, où Radio-Canada a un modèle d'information et TVA a un modèle d'information, on a beau critiquer un ou l'autre, la question n'est pas de savoir qui a raison, mais la question est de savoir le public est à quel endroit. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est beau de faire de l'information, mais est-ce qu'on fait trop de nouvelles politiques? Est-ce qu'on fait trop de nouvelles internationales? Est-ce qu'on fait trop de nouvelles sportives? Ouais. À un moment donné, il faut être capable d'avoir l'humilité de revoir ce qu'on fait pour dire le nouveau produit que nous allons mettre en marché, il répond, on s'adresse à quelle clientèle, il répond à quel besoin. Excellent. Je comprends qu'on n'a pas de questions de la part du public. On serait sur le mot de la fin. Peut-être un mot, vous auriez le goût de lancer à ceux qui nous écoutent. Monsieur Laporte? Bien, j'ai envie de dire bravo aux équipes actuellement qui tentent de former une coopérative pour sauver les quotidiens partout au Québec. C'est un geste d'engagement personnel. Puis, écoutez, on ne peut faire qu'autrement que leur lever notre chapeau, hein, parce que c'est un geste d'engagement de ces employés, des employés qui veulent absolument sauvegarder, je dirais pas sauvegarder des institutions, je dirais sauvegarder le journalisme local. Mais on ne peut pas connaître à l'avance la forme de ces organisations-là dans le futur, mais le geste est beau, puis on est là pour les appuyer. Merveilleux, merci beaucoup. Madame Fontaine? Ben moi, oui, je les encourage à continuer, à persévérer. Je pense que quand on croit à un produit, l'information, c'est essentiel dans notre communauté. Et je suis convaincue qu'on peut trouver des modèles d'affaires qui nous permettent de pouvoir, de poursuivre
dans le temps, là, selon nos formules actuelles. Et je pense que la gestion participative que permet la formule coopérative peut être une solution gagnante. Merci, Mme Fontaine. M. Maltais? Ah oui, moi, je souhaite bonne chance à ceux qui vont redéfinir le modèle d'affaires quelque part. Et je trouve dommage qu'il soit aussi restreint dans le temps pour être capable de trouver la formule idéale. Ouais. Ça, à quelque part, c'est quelque chose que je trouve un petit peu dommage pour eux. Quant au modèle coopératif, je dirais que moi, j'ai travaillé pour les différents groupes de presse et je me suis jamais aussi senti libre que dans le modèle coopératif, justement, parce qu'à partir du moment où ce que les données sont claires avec le conseil d'administration, nous avons l'avantage de prendre les décisions locales dans nos marchés. Merci, nous sommes déjà rendus à la fin. Un gros merci de nous avoir partagé si généreusement vos expériences, votre expertise également qu'il ne faut pas sous-estimer en matière de modèles d'affaires, de modèles de gouvernance. C'est quand même précieux pour nous et aussi pour nos auditeurs. Et j'en profite pour vous souhaiter, parce qu'on est encore dans le cœur de la semaine de la coopération, vous souhaiter une excellente semaine de la coopération. Et pour les coopératives qui nous écoutent et les mutuelles qui nous écoutent un peu partout au Québec, bonne semaine également de la coopération. Je sais que vous êtes en action avec vos membres, donc beaucoup de succès dans vos activités. Bonne semaine à tous et toutes et encore merci à nos 3 panélistes. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.